Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Easy Bourse. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter le thème du jour qui est investir en bourse avec l'analyse technique. Donc, il s'agit d'un premier webinaire qui sera suivi d'une seconde partie parce que vous le savez, vous l'aurez bien compris, le sujet est très vaste et très large. Et nous allons essayer donc aujourd'hui de vous présenter déjà une première approche de base de l'analyse technique que nous compléterons lors d'un prochain webinaire qui aura lieu, vous pouvez déjà noter sur vos plaquettes, le 8 décembre prochain. Donc nous allons attendre quelques secondes avant enfin, 1 à 2 minutes avant de vraiment démarrer dans le vif du sujet, le temps que tout le monde ait pris la peine de nous rejoindre. Je vais d'abord voir si tout le monde m'entend bien. Donc déjà, je vais demander à Eric, qui va co-animer avec moi ce webinaire. Est-ce que tu m'entends? Alors je t'entends, oui, et à chaque nouvel inscrit, ça coupe ton son, mais je t'entends très bien, ouais. Et vous m'entendez bien? Alors, vous avez à votre disposition un champ questions. Donc, dans ce champ-là, nous pouvons communiquer et interagir. Donc, à l'occasion, donc, dans tous les webinaires, vous pouvez poser vos questions par écrit et nous essayons de répondre au fur et à mesure de notre présentation. Donc, a priori, il y aurait des micro-coupures de son. Donc, est-ce que d'autres personnes peuvent nous faire un petit témoignage, s'il vous plaît? Alors, est-ce que le son est OK? Merci de vos retours. Je pense que c'est à chaque nouvel entrant dans le webinaire, il y a un son Exactement. il y a Oui, un petit bip qui coupe le son principal. c'est ça. En fait, voilà, Hmm. pour l'instant, nous sommes près de 50 là, hein. Vous êtes près de 50 à assister, nous montons encore. Donc, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre sur la plateforme, eh bien, il y a une coupure de son. Voilà ce qui explique les micro-coupures. Donc, on va attendre encore 1 ou 2 minutes puisque l'effectif monte petit à petit. Il est 13h03 et on va débuter d'ici 1 minute ou 2. Donc peut-être on va se présenter, on va profiter de ce temps-là pour se présenter. Donc moi je m'appelle Patrice Socazo, je suis trader pour compte propre depuis 2014 et j'ai une expérience de 15 ans dans la formation professionnelle et donc j'ai développé cette passion pour le trading et puis ça m'a amené donc à créer une activité de formation et de coaching dédiée auprès des particuliers. Donc moi je suis spécialisé sur le marché action et je travaille essentiellement avec un indicateur technique que j'ai déjà présenté lors d'un webinaire en juillet dernier sur l'indicateur Ishimoku Kinkoyo. Et je travaille depuis quelques mois donc en étroite collaboration avec Eric Pitou, que je laisse le soin de se présenter maintenant. Merci Patrick, bonjour à tous. Donc Eric, je suis un peu produit de la banque, banque de marché. Donc j'ai travaillé sur les devises, sur l'interbancaire, sur les actions. Euh, dans ce monde-là. Donc à une certaine époque, j'étais ce qu'on appelle un investisseur fondamental sur les actions. Et depuis 2006, je suis trader en compte propre. J'ai développé donc tout sur cette nouvelle approche des marchés. Euh, depuis quelques temps, donc formateur, notamment grâce à la rencontre de Patrick, avec qui nous travaillons maintenant pour développer des, euh, des offres communes. Donc voilà pour résumer mon parcours.
Très bien, merci Eric. Donc je vois que l'effectif monte au fur et à mesure. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci beaucoup. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, ce webinaire est consacré à l'analyse technique. Donc comme je le disais en préambule, il y aura deux parties. Aujourd'hui, nous allons aborder certains aspects qu'Eric va vous présenter dans quelques instants. Et donc, ça sera suivi par un deuxième webinaire le 8 décembre prochain. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver cette date, toujours pareil, sur notre créneau favori de 13h à 14h, où nous vous présenterons la deuxième partie. Donc Eric, je te laisse présenter le menu du jour. Bien. Alors, le choix que nous avons fait, comme vous l'expliquait Patrick, c'est donc faire l'analyse, aborder l'analyse graphique et technique en deux parties. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui est plus liée à l'observation, c'est des compétences qui sont assez simples, mais très performantes. Donc l'observation et l'interprétation, ce sera l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Et une technique qui fait appel à un peu plus de mathématiques et qui fera l'objet donc d'un webinaire au mois de décembre. Donc, vous l'aurez compris, mais on va faire en sorte que ce soit le plus didactique, le plus pédagogique pour ce webinaire. Vous ayez, pour ceux qui connaissent déjà, qu'ils aient appris, qu'ils aient revu les fondamentaux et qu'ils aient appris de nouvelles choses, et pour ceux qui débutent, qui se disent à la fin, bon, mais j'ai compris l'analyse chartiste, je peux pouvoir la mettre en pratique, au moins les bases que l'on abordera aujourd'hui. Voilà, donc vous avez le sommaire, c'est assez synthétique, les mots sont assez parlants pour ceux qui investissent déjà sur les marchés. Donc nous allons commencer avec Patrick. Très bien, merci beaucoup Eric. Donc je rappelle à tout le monde, n'hésitez pas, vous avez un champ de questions à votre disposition. Donc utilisez-le, usez-en et on essaiera de vous répondre au fil donc de notre présentation à vos questions. Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'analyse technique. Alors l'analyse technique, on peut dire est une science, alors qui de prime abord peut sembler réservée à des professionnels, à des gens très expérimentés, mais on va essayer justement à travers ce premier webinaire de vous montrer qu'en fait ça fait appel à des notions assez simples et que eh bien en fait en se penchant dessus on peut utiliser cette science qui va nous permettre donc de nous accompagner pour obtenir de meilleures performances dans nos investissements. Donc la définition que nous vous proposons aujourd'hui, c'est celle de John Murphy, qui est un analyste technique américain, et donc qui résume très bien ce qu'est en fait l'analyse technique. Donc il parle d'une étude, une étude de l'évolution d'un marché. Donc bien entendu, elle s'appuie sur les marchés. Cette analyse technique est valable quel que soit le sous-jacent, c'est-à-dire que vous investissez sur des actions, sur de la matière première, sur des devises. Tous les sous-jacents répondent très bien à l'analyse technique. Donc en fait, on va aborder des graphiques. Donc on s'appuie sur des graphiques. Et on va essayer, par rapport à ces graphiques, donc d'anticiper et de prévoir les futures tendances. Alors ce qui est important également dans cette définition, c'est le terme de tendance que nous allons développer dans ce webinaire. Donc en fait, l'objectif de l'analyse technique, c'est d'abord de vous repérer, de pouvoir vous repérer sur un graphique par rapport à un actif, et de mettre en évidence donc les biais psychologiques et les comportements des investisseurs. Parce qu'on va voir que à l'observation de ces graphiques, on va pouvoir faire de nombreuses déductions qui ne seront que des probabilités. Donc on dit toujours en analyse technique, en fait,
on va augmenter notre taux de réussite, hein, mais ce n'est en aucun cas un Graal, ce n'est pas une science exacte. Donc, ça va être un outil qui va nous permettre d'aider l'investisseur à quoi? Bien, à entrer, déjà sélectionner sa valeur, reconnaître une tendance, savoir quel va être le meilleur moment pour rentrer en position, quel va être le meilleur moment pour sortir de position. Donc, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, l'analyse technique est un peu le GPS du trader. Donc la thèse qui est défendue dans l'analyse technique, c'est que toute l'information que l'on peut avoir, donc va vous présenter ensuite l'analyse fondamentale, Eric, c'est que toute cette information, en fait, elle est disponible à l'instant T dans les cours de bourse. Hein. Donc la lecture et l'interprétation des graphiques va nous permettre de révéler en fait quoi? Mais la psychologie dominante des opérateurs. Est-ce que les opérateurs ont un appétit pour le titre, donc ils vont se ruer, on va dire, à l'achat pour acheter, ou alors inversement, est-ce qu'il y a une défiance par rapport au titre et il va y avoir des opérations de vente qui vont être plus importantes que celles d'achat? Donc, en se formant à l'analyse technique, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va augmenter nos probabilités de réussite parce qu'on va s'appuyer sur ce qu'on appelle des signaux, on va vous les présenter par la suite, que l'on repère sur nos graphiques. Hein. On verra que sur nos graphiques, on va avoir un certain nombre d'informations, et notamment ce qu'on verra aussi la prochaine fois dans le prochain webinaire, c'est tout ce qui concerne les indicateurs. Donc l'origine de cette analyse technique, en fait, elle nous vient du Japon, comme beaucoup de choses aussi en bourse, qui, en fait, c'est un monsieur qui s'appelait Munehisa Oma et qui s'est intéressé à l'analyse des cours du riz. Hein. Donc ça se passe au XVIIIe siècle, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et il s'est appuyé donc sur ce qu'on appelle les bougies japonaises que nous verrons très prochainement. Et en Occident, en fait, donc on a attendu quelques années, c'est Charles Do, qui était un journaliste financier, qui va reprendre les travaux de Munehisa Oma et qui va être l'initiateur de l'analyse technique en Occident. Et donc, lui part du principe que les marchés vont anticiper en fait les nouvelles économiques, hein, à savoir donc l'analyse fondamentale, et que ces marchés vont dessiner des tendances qui vont représenter des indicateurs avancés en fait de l'état de santé de l'économie. Donc, on a pour habitude de dire que l'économie, la bourse anticipe l'économie à 6 mois. Hein. Donc, il faut bien savoir que l'analyse technique n'est pas une science exacte. Hein. Elle va vous permettre d'augmenter vos probabilités de réussite parce qu'on va s'appuyer sur des figures, sur des mouvements que l'on a déjà retrouvés dans les cours de bourse. Donc, pour la mettre en perspective par rapport à l'analyse fondamentale, je vais passer donc maintenant la main à Eric, qui va vous expliquer qu'est-ce qu'elle apporte ou quels sont les petits inconvénients par rapport à l'analyse fondamentale. Alors, l'analyse fondamentale, si on écoute juste ce que dit Jess Livermore à ce sujet, donc il est assez explicite. Hein, on ne doit pas tenir compte de trop d'informations parce qu'on s'encombre dans l'esprit. Mieux vaut se positionner sur une tendance et la suivre. C'est un peu au résumé ce que vous avez à l'écran. Après, moi, je ne suis pas très partisan de mettre en opposition l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Je pense que ce sont deux outils complémentaires qui peuvent être travaillés de façon isolée. Hein. On peut être très analyse technique et faire abstraction du fondamental, ou être un fondamental et faire abstraction de l'analyse technique, mais c'est peut-être travailler qu'avec un bras alors qu'on en a deux et on est peut-être plus efficace avec deux bras. Mais si on veut rester rationnel et technique, donc partons, je dirais,
de- 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 du départ, hein, le prix, comment se construit un prix. Là, vous l'avez à l'écran, il y a un carnet d'ordre et un prix. C'est le carnet d'ordre de l'accord qui date d'hier. Le prix va être finalement la confrontation de l'offre et de la demande. Jusque-là, tout va bien. Qui se cache derrière les acheteurs et les vendeurs? Alors, une multitude je dirais, d'intervenants, hein, que ce soit des investisseurs institutionnels, privilégiés, d'investisseurs particuliers comme vous et moi, avec des objectifs, des horizons de temps différents. Mais la réalité, déjà, restons rationnels, la réalité, c'est que derrière ces acheteurs et ces vendeurs, la majorité sont des fondamentaux. Tout simplement parce que dans le système financier est dominé par les partisans de l'approche fondamentale. Un chiffre simple, la gestion d'actifs, la gestion sous mandat ou gestion de fonds, les gérants, comme on dit, qui, eux basent toute leur approche sur l'efficience de marché ou la diversification, eux représentent dans le monde 76 milliards d'actifs sous gestion, 76 000 milliards. Donc on est vraiment sur un rouleau compresseur, il domine le système financier. Donc eux ont une approche fondamentale, qu'elle soit top-down ou bottom-up. Alors top-down, pour rappeler, top-down, c'est le gérant va regarder la macroéconomie d'une manière générale et progressivement redescendre dans le secteur d'activité et ensuite sélectionner les entreprises, alors que le gérant bottom-up va plutôt regarder, analyser le bilan, le compte de résultat d'une société, savoir si l'entreprise a un carnet de commandes, si elle est financièrement saine, si l'évolution des ventes est conforme aux prévisions. Et il va comparer donc un ensemble d'entreprises appartenant au même secteur. Et en fonction de ça, il va apprécier si une entreprise est sur ou sous-cotée. Donc la théorie est bien belle, mais comme on dit, le diable se cache souvent dans les détails. Et c'est un peu plus complexe que ça. Parce que dans l'analyse fondamentale, vous l'avez compris, il y a la macroéconomie. Donc si on reste au niveau des pays, bon, le monde c'est je crois un peu plus de 190 pays, donc ça fait beaucoup de pays analysés. Si on reste sur les pays du G20, c'est 85% de la population mondiale et 90% du PIB. Donc déjà on réduit le spectre. Mais si on regarde les indicateurs macroéconomiques, si on prend la Banque mondiale, elle affiche déjà 2800 indicateurs macroéconomiques. Vous voyez que l'exercice devient un petit peu complexe et qu'avec tous ces paramètres, c'est difficile d'avoir des anticipations stricto sensus fondamentales pertinentes. Ce qui explique que tous les trimestres, tous les semestres, vous avez des révisions sur le PIB, sur le chiffre de l'emploi, enfin voilà. Vous constatez que l'exercice est difficile. Si on reste juste sur les valeurs, vous qui êtes investisseur sur les valeurs, comment sélectionner la bonne valeur? Le secteur d'activité, les indicateurs macroéconomiques en fonction qu'il y ait une croissance ou pas, mais ça devient compliqué parce que rien qu'en France, il y a 352 sociétés cotées. Enfin, c'est le dernier, c'est un chiffre qui est ancien, mais grosso modo, on est dans cet ordre d'idées. Vous avez beaucoup de sociétés cotées à analyser, à screener, comme on dit, sachant que vous allez analyser les différents facteurs de risque, les différents facteurs de création de valeur. Et là, il y a aussi encore beaucoup de paramètres. Donc, l'approche fondamentale est nécessaire, certes, mais même si c'est une science, elle reste quand même extrêmement complexe et pas si exacte que ça. D'autre part, je vous ai mis une petite photo comme ça où on distingue à la fois les traders qui vont être très techniques et de l'autre côté les fondamentaux. Donc Christine Lagarde, directrice du FMI, et Yves Mersch, un gouverneur de la Banque Centrale Européenne, tout simplement parce qu'on est dans un contexte très particulier depuis 2008. Il y a eu énormément de liquidités injectées dans les marchés. Je pense que certains ont pu le constater. Maintenant, quand de bons indicateurs macroéconomiques tombent, bizarrement, les indices baissent, alors qu'à une époque, ils avaient tendance à monter. Donc, on s'aperçoit que la macroéconomique a tendance un petit peu à avoir des règles un peu différentes. Ce qui explique que quand les quantitative easing, ces injections de liquidités ont été injectées dans le système, Christine Lagarde, en 2013, avait dit qu'on rentrait en terre inconnue. Parce qu'en théorie économique, ça ne s'est jamais vu, ces fameux quantitative easing. Ce qui explique que Yves Mersch, donc ce ne sont pas de simples personnes, ce sont des
des sommités dans leur domaine, hein, qui est l'économie mondiale, expliquait que nous pourrions bien être entrés dans un monde où les relations macroéconomiques que nous connaissons juste depuis un certain nombre de décennies ne fonctionnent plus avec la même régularité qu'avant, et qu'une refonte des théories économiques pourrait être nécessaire. Donc voilà, les fondamentaux, c'est une base solide, saine, mais elle n'est pas infaillible. Alors, à mon sens, c'est pour ça que je dis que ce sont deux outils nécessaires, l'approche technique et l'approche fondamentale, parce que l'approche technique, comme disait Patrick, va analyser le prix, et dans le prix, en général, enfin, toute l'information est déjà dans le prix. Dans le prix, et si on doit se mettre des deux côtés de la balance, si on est simple trader avec une approche très technique, il est évident que si on a sélectionné une valeur, par exemple, on va prendre Total, on va peut-être pas prendre une position sur Total si on sait que 2 heures après, il y a le chiffre des réserves et stock de pétrole aux États-Unis. Parce qu'il est évident que ce genre d'indicateur économique va impacter le cours de bourse de Total. De la même manière, le prix du pétrole, si les membres de l'OPEP affichent une quantité de production déterminée, va affecter le prix du pétrole, ça va forcément affecter le prix, le cours de bourse d'Air France, qui est fortement lié au cours du pétrole. Donc le trader technique aura besoin de garder dans son radar les indicateurs macroéconomiques. Et à l'opposé, le fondamentaliste, celui qui sélectionne les valeurs, va évidemment détecter les valeurs qui lui paraissent intéressantes du point de vue de l'activité, du point de vue du business, du potentiel de business. Il est évident qu'ensuite il va regarder le cours de bourse. Dans quel cycle boursier se situe-t-il? Est-ce qu'il est à des niveaux plutôt élevés ou est-ce qu'il est dans une phase baissière? Et donc le gérant, le fondamentaliste, va peut-être attendre, si le cours est dans une phase baissière, qu'on ait atteint un plus bas pour rentrer sur cette valeur. Mais ce qui me paraît le plus intéressant dans l'approche technique, c'est un peu ce que disait Charles Dos et que reprendra Patrick par la suite, c'est que tout se joue au niveau de l'information. Et l'information est inégale. Je pense qu'on le sait tous. Il y a des investisseurs privilégiés qui ont un accès particulier à l'information que nous n'avons pas. Et tout l'intérêt de l'analyse graphique, c'est de pouvoir détecter les comportements, la psychologie des investisseurs, qu'ils soient privilégiés, institutionnels ou simples particuliers, et d'anticiper comment ils agissent sur une valeur, sur un indice, sur une devise. Et en ça, donc, Charles Dos parlait de phase d'accumulation, lorsque des investisseurs privilégiés rentrent sur une valeur, suivi ensuite par les investisseurs institutionnels, et quand l'information est diffusée dans le grand public, on rentre dans une phase de distribution. Bon, je laisse la main à Patrick pour rentrer plus en détail sur l'analyse de Charles. Ok, juste avant, on avait juste une petite question, peut-être, Eric, peut-être pour résumer, une petite synthèse. On nous demande quelle est la définition pour toi, par exemple, de l'analyse fondamentale. Si tu pouvais la résumer en 2 phrases, tu dirais quoi? Oui, bien sûr, l'analyse fondamentale, elle va se baser sur différentes hypothèses. Donc, je disais tout à l'heure, mais très rapidement, l'efficience des marchés, c'est-à-dire les marchés sont efficients. 2, les agents économiques sont rationnels, c'est-à-dire quand ils sélectionnent, quand ils veulent acheter une valeur, c'est en fonction de l'utilité qu'ils en ont et ils sauront faire le bon choix parmi un ensemble de valeurs sur des bases rationnelles. La troisième hypothèse, alors quelle était-elle déjà? L'efficience des marchés, rationalité des marchés, et une information pure et parfaite, donc un accès égal à l'information par l'ensemble des acteurs. Bon, autant vous dire que ces trois hypothèses sont déjà largement mises à l'épreuve depuis un certain nombre d'années. Très bien, merci beaucoup, Eric. Donc, nous allons voir ce fameux Charles Dos maintenant. Nous allons aborder Monsieur Charles Dos, donc, que je vous présentais tout à l'heure dans la définition de l'analyse technique. En fait, ce monsieur, bien vous voyez,
vous avez une belle photo. Donc la barbe était déjà à la mode à une certaine époque. Et ce monsieur, donc en fait, était journaliste financier et il travaillait avec un certain Edward Jones. Et ces deux hommes qui travaillaient au Wall Street Financial News Bureau à New York, ils vont fonder en fait en 1884 un indice que là maintenant tout le monde connaît, qui est le Dow Jones Industrial Average. Donc nous allons voir maintenant en fait un graphique du Dow Jones, donc qui a été créé officiellement en 1896 et qui cotait au départ 11 sociétés, dont 9 compagnies de chemin de fer. Et donc, comme vous voulez voir, au démarrage, donc l'indice en fait est parti d'une base de 40,94 points et aujourd'hui nous sommes à plus de 2000 points. Donc vous 17 000. voyez, pardon, 17 000. 17 000. Voilà, merci. 17 000. Oui, j'avais un abscisse en fait les années. Donc, et ce qui est important de voir en fait, c'est la croissance constante, quasi régulière, donc sur la période, donc depuis sa création de l'indice. Et c'est là en fait que on va commencer à parler de tendance, puisque même un enfant de 4 ans qui ne connaît rien à l'économie va pouvoir vous dire que depuis la création jusqu'à aujourd'hui, la tendance générale de l'indice est haussière. C'est pour ça qu'on dit que sur les actions, il faut toujours avoir un horizon long terme et que dans l'horizon long terme, l'investisseur se retrouve toujours. Même si, on va le voir, il y a des corrections, il y a toujours des corrections, c'est la spécificité de la tendance, mais sur le long terme, on est toujours dans une direction, on va dire une tendance haussière. Donc maintenant, on va voir là justement comment se constitue une tendance et comment Charles Dow va être le premier en fait à définir les grands principes de tendance qui va relever sur l'évolution donc des prix. Alors à l'écran là vous avez les deux types de tendances qui existent, hein, puisqu'on a une tendance soit elle est haussière, soit elle est baissière. Et je vous rappelle que lorsque nous sommes sans tendance, on parle de latéralisation du marché ou de range. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir la tendance parce que c'est dans ces marchés-là que l'investisseur a le plus de probabilité de faire des profits. Donc, qu'est-ce qu'il va remarquer, Charles Dow? Il va remarquer qu'en fait, la courbe des valeurs forme des mouvements successifs de hausse et de baisse. Donc, vous voyez, par rapport au triangle vert, nous sommes sur des sommets, ce qu'on appelle des sommets, et ensuite, sur les triangles rouges, nous sommes dans des phases de creux. Et en fait, c'est la prédominance et l'ampleur d'une phase sur l'autre qui va vous donner la tendance générale de l'actif. Ainsi donc, dans une phase haussière, eh bien, les sommets forment des plus en plus hauts et les creux forment des creux de plus en plus hauts. Donc c'est le premier graphique sur votre gauche. Là, on assiste à une tendance haussière. À l'inverse, dans une tendance baissière, eh bien, les creux vont faire des creux de plus en plus bas et les sommets des sommets de plus en plus bas. Donc, vous voyez, c'est assez simple à l'observation graphique sans avoir de notion particulière fondamentale pour identifier la tendance générale d'un titre. Donc, en plus, Charles Dow, il va intégrer une dimension supplémentaire, c'est qu'il va remarquer qu'à l'intérieur d'une tendance, ce qu'on appelle la tendance primaire ou la tendance générale, en fait, on va avoir des sous-tendances. Et notamment, on va avoir une tendance secondaire, qui sont là, vous voyez, les phases de retracement. Quand on passe d'une phase, par exemple, sur le premier graphique, du premier sommet au premier creux, on appelle ça un retracement. Et ça va être une tendance secondaire.
C'est-à-dire que si on prend l'actif dans sa tendance générale, on assiste bien à une hausse, mais cette hausse, à des moments, va être contrebalancée par des tendances secondaires. Et si vous observez à l'intérieur de cette tendance secondaire ou de ces sous-tendances, on a également ces fluctuations qui se répètent. Hein. En fait, c'est la notion de fractal qui elles-mêmes font des phases, succèdent à des phases de hausse et des phases de baisse, des phases de hausse et des phases de baisse. Donc en fait, la complexité, quand on investit, souvent c'est une histoire de zoom. C'est-à-dire qu'il est très important pour vous de dézoomer au maximum pour savoir véritablement dans quelle tendance vous vous situez, quelle est la tendance générale. Vous voyez? Parce qu'en fait, donc c'est en fonction de votre horizon de temps et de votre horizon d'investissement que vous allez vous retrouver sur des tendances primaires, secondaires, voire tertiaires. Donc c'est ça qui est très très important. Et pour identifier la tendance primaire, je vous recommande toujours de vous mettre sur des unités de temps, au minimum unités de temps hebdomadaires, voire mensuelles, qui va vous donner la tendance générale du titre. Et ensuite, bien entendu, on a des indicateurs qui vont nous permettre, nous aider aussi également d'identifier une tendance. Et ces indicateurs, nous les verrons lors du prochain webinaire. Donc maintenant, nous allons voir comment est représentée graphiquement une courbe boursière. Donc il y a différentes façons de représenter un cours boursier. Donc là, je vous présente tel que c'est présenté sur la plateforme EasyBourse. Donc quand vous demandez sur l'onglet la représentation graphique dynamique, vous arrivez sur une courbe comme ceci en fait, qui va vous permettre d'identifier la tendance générale. Donc là en fait vous avez un code de couleur. Pour le vert, on va être dans une tendance haussière. Donc là, on est sur le titre Société Générale. Et quand la courbe est rose, on est plutôt en tendance baissière. Mais vous le voyez, ça nous donne un type d'information, mais ce n'est pas encore assez précis. Donc vous avez la possibilité d'afficher votre titre avec d'autres représentations, et notamment vous avez une deuxième représentation qui est possible, celle qui était avant l'introduction des chandeliers japonais la plus représentée, c'est celle qu'on appelle en bar charts. Donc cette représentation va nous donner davantage d'informations par rapport à la courbe, puisque nous allons avoir notamment préciser le cours d'ouverture, le cours de clôture et la profondeur de cotation, à savoir la volatilité du titre sur la période donnée. Et en fait, cette cotation en bar chart, c'est celle qui a été le plus utilisée jusqu'au début des années 90, où on va avoir un monsieur qui s'appelle Steve Nison qui va reprendre les travaux de l'Orient et notamment ceux des chandeliers japonais. Et donc là, nous allons avoir un autre type de représentation, et c'est celui-ci avec lequel on travaille, parce que c'est le plus précis et c'est celui qui va nous donner le plus d'informations. Donc là, on est toujours sur notre même titre, Société Générale. Donc toujours dans l'onglet de droite en haut, vous avez cet onglet indicateur, et c'est là que vous allez pouvoir sélectionner les chandeliers japonais pour avoir votre représentation en chandelier. Donc en fait, on dit chandelier, on appelle ça aussi les bougies, on appelle ça aussi en anglais les candlesticks. Donc toujours, donc elles viennent du Japon. 17e siècle, je vous rappelle, c'était pour la cotation du riz. Et donc c'est Steve Nison donc, qui a publié un ouvrage qui a été qui a fait référence dans le début des années 90, qui est toujours disponible.
donc qui a repris les travaux des traders japonais pour le familiariser en Occident. Et alors en fait, on va voir pourquoi les bougies japonaises sont les plus performantes et quel type d'informations elles vont nous apporter en plus par rapport aux autres représentations graphiques. Donc nous allons voir en fait que ces chandeliers japonais, donc elles représentent la cotation d'un actif sur une unité de temps donnée, donc qui peut aller du tick, comme on dit, donc de l'impulsion jusqu'à l'année. Donc chaque chandelier représente une unité de temps, et durant cette période, chaque chandelier va nous apporter des informations. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons deux chandeliers, donc un chandelier vert et un chandelier rouge. Donc en fait, quel type d'information nous donnent ces chandeliers? Donc le chandelier vert, on appelle ça en japonais le Maru Bozu. Donc vous voyez, c'est un courant en fait qui est acheteur. Nous avons un cours d'ouverture qui est à la base et le chandelier, toutes les cotations vont augmenter, le prix va augmenter et à la fin de l'unité de temps, nous aurons en haut le cours de clôture. Donc là, on sait que le courant est acheteur et à l'opposé, le Maru Bozu, donc lui, le cours d'ouverture, vous voyez, est au sommet, la première cotation est au sommet et ensuite, c'est allé, vous voyez, le sens vendeur, ça a descendu jusqu'au cours du clôture. Donc déjà, par l'observation d'un chandelier, on va avoir plusieurs types d'informations, donc notamment le cours d'ouverture, le cours de clôture. Nous aurons le point haut de cotation. Donc ce point haut, il est donné par ces mèches, on appelle cela des mèches, ces barres noires, ce sont les mèches, donc ce sont les extrêmes de cotation. La mèche haute, c'est le plus haut, et en bas, c'est le plus bas. Donc on va avoir la volatilité des prix de l'actif, donc c'est la taille du corps. Le corps, c'est la partie centrale de la bougie, on appelle cela le corps, et on va connaître le rapport de force en fait qui s'est créé entre les acheteurs et les vendeurs. Lorsqu'on a une bougie verte, on sait d'ores et déjà que le rapport de force acheteur a été en faveur des acheteurs. Et quand la bougie est rouge, on va se dire que le rapport de force, ça a été la victoire des vendeurs sur les acheteurs. Et on va voir également donc l'intensité de cette pression, la pression haussière ou la pression baissière. Plus le corps est important, plus la pression est grande. Donc, on va voir maintenant les différents types de chandeliers qu'il convient de repérer, parce qu'on a plusieurs types de chandeliers. Donc, sachez qu'il y a une multitude de chandeliers, mais là, ici, on a essayé de vous représenter ceux qui est important de repérer parce qu'ils peuvent donner lieu à des retournements ou des affaiblissements de tendance. Donc, les premiers que je vous présente sont le marteau et le pendu. D'accord? Donc, ce sont des chandeliers qui conviennent de repérer, surtout lorsqu'ils surviennent en fin de tendance et notamment sur des unités de temps longues. Il faut savoir que plus vous vous trouvez sur des unités de temps longues, et plus la signification ou le signal du chandelier est fiable. D'accord? Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en fait, pour un marteau et pour le pendu, nous avons des corps qui sont étroits et nous avons des longues mèches qui sont à la base du chandelier. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une pression baissière qui s'est mis en place, mais les acheteurs, que ça soit, c'est pour ça qu'il n'est pas très important que le marteau soit rouge ou vert, mais c'est plutôt la forme du chandelier, on a eu une pression acheteuse qui est venue ramener les cours, les cours vers le cours d'ouverture, le cours de clôture qui se rapproche du cours d'ouverture. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a eu une unanimité
pour dire que le prix atteint était un prix très intéressant et donc les acheteurs se sont positionnés. Donc souvent, on le verra ensuite dans un graphique, comment il est important de repérer ces chandeliers et quel type d'informations ils peuvent nous apporter. Donc nous allons voir maintenant sur la diapo suivante, en fait, l'inverse du marteau et du pendu. Donc c'est la figure qui est totalement opposée, avec une longue mèche en fait au sommet et des corps à la base qui sont étroits, donc qui peuvent être également rouges ou verts, ça n'a pas d'importance. Et donc ces chandeliers-là, on les appelle des étoiles filantes ou marteaux inversés. Donc là c'est pareil, si on les observe sur des unités de temps longues, que ce soit mensuelles, hebdomadaires, ils vont avoir une signification très très forte, mais on va les retrouver bien entendu sur toutes les unités de temps. Donc nous allons maintenant regarder dans la diapo suivante, en fait, on va aborder le titre Société Générale. Avant, oui, il y a le doji, pardon. Donc, le doji, c'est la troisième type de chandelier qu'il convient d'observer. Donc, vous remarquez ici, nous n'avons pas de corps. Le cours d'achat vient rejoindre le cours d'ouverture, vient rejoindre le cours de clôture. Donc là, ça exprime une incertitude entre les opérateurs, entre les acheteurs et les vendeurs. Donc il n'y a pas de direction qui va se dégager. Et souvent, pareil, ça donne un signe d'essoufflement ou de retournement de tendance. Donc maintenant, nous allons aborder, donc comme je le disais, sur la diapo suivante, donc qui est la Société Générale. Vous allez observer qu'il y a des points. Donc là, nous sommes sur un graphique journalier, mais on va observer qu'il y a des chandeliers, voilà, qui donnent un certain nombre d'informations. Donc, par exemple, le Marubozu, c'est le premier chandelier sur votre gauche, chandelier vert. Donc, ça veut dire que là, il y a une grosse poussée à l'achat. Donc, on a un gros chandelier vert. Et en fait, ce chandelier vert, donc, il est arrivé la veille du Brexit. C'est pour ça que, comme disait Eric, on ne peut pas dissocier l'analyse technique de l'analyse fondamentale. Ce sont des analyses qui doivent être complémentaires. Et quand je vous disais tout à l'heure non plus que ce n'était pas sûr à 100%, eh bien voilà, là les opérateurs pensaient qu'en fait il y avait de fortes probabilités, les sondages donnaient le Remain gagnant, donc il n'y allait que la Grande-Bretagne allait rester dans l'Europe, et puis en fait, non, pas du tout. Donc vous voyez, le lendemain, on a eu ce fort décrochage avec une grosse volatilité. Donc vous voyez, grosse mèche au sommet, grosse mèche en bas, avec quand même un courant positif, puisqu'il a été, le courant a été quand même acheteur, mais avec un décrochage. Hein. Voilà, c'est pour ça que aussi il faut se méfier. Ce n'est pas parce que un chandelier est vert, on va dire, que la tendance va continuer à augmenter. Vous voyez, c'est ce type d'information aussi qu'on peut avoir lorsqu'on observe les chandeliers. Donc à la base, vous avez aussi un doji. Le doji, donc, c'est l'élément d'incertitude, c'est-à-dire qu'on est allé baisser, et puis là, les opérateurs ont dit stop, maintenant, ça suffit, on va repartir, on repart. Vous avez sur la droite l'étoile filante ou le marteau inversé, donc vous voyez les cours qui sont montés, on le verra ensuite sur une résistance, ils ont buté sur une résistance, et ensuite il y a cette forme de marteau inversé, et on a une tendance baissière qui s'est mise en place jusqu'à la date là, du début octobre 2016, où on a un marteau. Alors il faut savoir que c'est jamais au millimètre non plus, hein, mais vous voyez qu'il y a une mèche basse qui est bien redescendue, avec ensuite un beau corps vert, et donc là on a la progression et on repart à la hausse. Donc nous allons aborder maintenant les supports et les résistances, qui est un point aussi très très important à aborder en l'analyse technique. Donc on reprend le graphique de Société Générale, toujours en journalier. Donc vous remarquez qu'en fait, les cours, à des moments, ils sont encadrés par ce qu'on appelle des zones de rebond. Et donc ces zones de rebond, ce sont des zones
sur lesquels les cours vont buter. Ils vont buter ou ils vont s'appuyer. Et au bout d'un moment, ils vont être dépassés. Donc nous allons voir maintenant comment on peut dessiner un support. Donc là, vous avez envers, c'est un support. Ensuite, comment peut s'incarner une résistance. Donc vous allez voir ici une résistance. Donc vous voyez que Société Générale est venue s'appuyer à un moment donné 2 fois, 3 fois à rencontrer cette zone de prix. Et ensuite, vous voyez qu'à un moment donné, cette zone de prix est dépassée. C'est pour ça qu'une résistance est faite à un moment donné aussi pour être dépassée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une zone de prix où souvent les cours butent. Donc nous avons ce qu'on appelle des supports ou des résistances mineures, et puis nous avons aussi des supports et des résistances majeures, où vous voyez où là les prix, ces zones-là sont beaucoup plus travaillées, et ça va encadrer les prix. Donc là vous voyez sur le titre, on a eu un range là sur quelques jours, où les prix étaient encadrés et n'arrivaient pas à dépasser cette zone. Et ensuite, cette zone a été dépassée pour rencontrer une autre résistance. Et il y a un système qu'on appelle le changement de polarité, c'est-à-dire qu'une résistance à un moment donné, quand elle va être dépassée, eh bien, elle va devenir un futur support. Donc vous voyez, donc sur cette ligne bleue par exemple, elle a fait office de résistance, mais ensuite elle a été dépassée et ensuite les cours sont venus s'appuyer de nouveau, peuvent être également dépassés, se rappuyer sur une ancienne résistance qui est devenue à nouveau support et on repart à la hausse. Voilà. Donc c'est important de connaître aussi ce système de changement de polarité. Donc maintenant, Eric va poursuivre et vous présenter une autre forme de résistance que sont et de support que forment les droites de tendance. Donc, les droites de tendance, bon, on va faire simple et rapide, il nous reste peu de temps. Ce qui est important de retenir, c'est la loi de Dow, hein, ce que disait Patrick. La loi de Dow, c'est des sommets de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts qui déterminent une tendance haussière, et des sommets de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas pour les tendances baissières. Donc je vous parlais de l'approche psychologique de Charles Dow qui me paraît importante, et là on est sur des bases, c'est que ces phases correspondent à une approche comportementale des investisseurs. Il considérait qu'il y a différents niveaux d'investisseurs, comme je vous le disais, privilégiés, institutionnels, et ensuite les investisseurs particuliers. Et donc, en fait, la première phase de hausse est initiée par ce qu'on appelle les investisseurs privilégiés, qui ont un accès privilégié à l'information. Et donc, on va avoir une première phase d'accumulation. Pour lui, suivait une phase de respiration, de consolidation, qui correspondait à une prise partielle ou totale de bénéfices de certains investisseurs privilégiés. Et là, l'information était diffusée auprès des institutionnels et des particuliers qui expliquaient cette seconde jambe de hausse. Et des vagues de respiration, hausse jusqu'à une phase de distribution où là, on atteint la fin de la tendance. Donc, cette règle, je pense qu'il faut la retenir parce qu'elle va expliquer un peu l'ensemble des configurations graphiques qu'on a expliquées jusqu'à maintenant, et notamment pour les tendances. Donc là, vous les voyez clairement, hein. Et pour mieux les voir, je dirais pour optimiser l'observation, on peut tracer des droites, hein. Voilà, pour la tendance haussière et pour la tendance baissière. Donc une droite de tendance oblique haussière et droite de tendance oblique baissière. La règle, c'est que plus il y a d'impact et plus cette droite de tendance est puissante. Et donc les rebonds ou les phases de consolidation viendront reposer sur ces droites. On peut aller même plus loin, hein. On va en termes de configuration chartiste, on encadre la tendance et on s'aperçoit qu'on est dans un canal haussier ou baissier. Alors comment ça se matérialise sur un cours, hein, que vous regardez tous les jours? Là, c'est le cours de Danone en unité journalière. On est sur une période assez courte, hein, depuis août à aujourd'hui, enfin à hier plutôt. Donc la tendance haussière, la tendance baissière est clairement distincte. Seulement là, j'aimerais mettre le doigt sur une erreur qui est le risque de représentation graphique.
parce que si on croit que sur ce graphique, Danone, si on conclut que Danone est en tendance baissière sur ce graphique, si on prend un peu plus de recul, on s'aperçoit que Danone, depuis 2009, est en phase haussière. Voilà. Donc le risque de représentation graphique est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit et donc toujours prendre du recul sur les valeurs que l'on a sélectionnées pour voir réellement quelle est la tendance de fond. Donc, quand je parle de loi de dos et comment ça se représente graphiquement via l'observation, là vous le voyez, donc il y a eu les phases de correction de respiration qui correspondent donc aux flèches rouges, où les investisseurs ont considéré qu'on pouvait prendre partiellement ou totalement ces bénéfices. Et les phases donc d'accumulation, donc là on entre sur la valeur, on rentre à l'achat sur la valeur, soit on renforce des positions déjà existantes qui correspondent aux flèches bleues. Alors, pour juger d'une tendance, il y a différentes façons de juger la tendance. Donc, il y a d'une part l'angle de la pente. Alors là, il faut faire attention au zoom que l'on a sur son graphique, parce qu'on s'aperçoit que sur la même valeur, on a eu des tendances identiques, seulement en fonction du zoom que l'on a sur son outil, hein, sa plateforme de trading, la pente sera différente. On a l'impression que celle de droite est beaucoup plus pentue, alors qu'en fait c'est exactement la même tendance. Moi, ce que je conseille, et on le verra dans le prochain webinaire, c'est d'utiliser des indicateurs. Alors, il y en a différents hein, pour analyser l'intensité d'une tendance, donc la fameuse pente. Il y a par exemple l'ATR, donc c'est l'Average True Range qui va déterminer donc sur une unité de temps bien précis quelle est la variation moyenne. Alors si je prends par exemple l'unité de temps 1 minute ou 5 minutes, ça dépend du temps que vous utilisez, la variation moyenne est par exemple de 2 €, cela voudra dire en moyenne, hein, cela voudra dire qu'en moyenne, toutes les 5 minutes, le cours de Danone va varier de 2 €, typiquement. Vous avez un autre indicateur qui est le ROC, c'est le taux de variation qui donne cette intensité en pourcentage plutôt qu'en euros. Voilà. Alors, comment juger aussi une tendance, c'est aussi sur sa durée. Si on reprend Danone, on verra que plus la tendance est longue, et plus cette tendance est puissante et pertinente. Ensuite, les points d'appui. Comme je vous disais tout à l'heure, plus il y a de points d'appui, plus la tendance est validée. Étant donné qu'à chaque fois, les acheteurs sont rentrés et ont dominé le rapport de force sur ces niveaux de prix. Après, c'est comment exploiter les droits de tendance, parce que le but, c'est pas que d'observer, c'est l'exploiter dans ses investissements. Alors, si on prend l'exemple isolé ici, donc sur Danone, voilà, le zoom. Si on se considère investisseur sur Danone, on a sélectionné cette valeur et on attend le point d'entrée. En utilisant cette stratégie, donc la loi de dos à travers la loi de tendance, on va considérer que là c'est un point d'entrée à 49,41. On positionnera son niveau d'invalidation sous l'ancien plus bas, toujours la fameuse loi de dos, parce que si on casse l'ancien plus bas qui est à 46,14, la tendance risquerait d'être invalidée. Je ne dis pas qu'elle est invalidée, mais on serait en phase de retournement probable. Donc le niveau d'invalidation se situe à ce niveau-là. Nous aurions donc une entrée à 49,41, un niveau d'invalidation à 46 €, ce qui correspond à un risque de 7%. Maintenant, si on veut être un peu plus père de famille et diversifier aussi le capital que l'on a en portefeuille, on va bien évidemment commencer par investir un certain pourcentage de son capital sur ce point d'entrée, par exemple 30%, ce qui diminue notre risque finalement à 2%. Et on conservera les 70% de notre capital restant pour prendre des positions ultérieures sur le titre Danone. Pourquoi pas? Ça fera partie d'une stratégie. Là, par exemple, on est sur la valeur Accor.
en unité de temps semaine, on voit clairement la tendance haussière avec un point bas à 23,74. Là, il y a une cassure de la tendance. On est probablement dans une phase de distribution, telle que décrit par Charles Dow. On va attendre une phase, on va attendre confirmation. Donc là, on a le niveau d'invalidation qui est confirmé. Alors, à ce niveau-là, comment doit-on agir? On est probablement confronté à deux scénarios. Soit il y a une tentative une tentative de vente de la valeur au-delà de sa tendance de fond. Il y a des investisseurs qui pensent que le prix a atteint un plus haut et on va chercher donc à vendre la valeur. Et à un moment donné, ils ont dominé le rapport de force avec les acheteurs. Il va atteindre le niveau d'invalidation et les acheteurs qui étaient sur le dernier plus bas ont protégé ce niveau d'invalidation, ce qui explique le rebond de la valeur. Et là, on a affaire à une configuration très particulière qui s'appelle le pullback. Donc, soit le pullback est validé, et là, on est vraiment dans un retournement de tendance, soit le pullback est invalidé, et on revient dans la tendance. Toujours deux scénarios. Donc, comment jouer ce type de configuration graphique? La probabilité dit qu'il faut que le pullback est une deuxième chance de vendre le marché. Donc si on ne le fait pas, la cassure de la tendance, on attendra le pullback pour vendre cette valeur, tout simplement. Un autre exemple de pullback, là sur Orange, l'unité jour, et donc nous étions en septembre dernier, il y a une cassure de la tendance, on a le fameux pullback. On est d'abord allé toucher le niveau d'invalidation avant de faire le pullback sur la droite de tendance et ensuite repartir à la hausse. Donc voilà, des règles simples, les fameuses règles de Charles Dow, la fameuse règle des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts pour les tendances haussières, des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas pour les tendances baissières, une interprétation du comportement psychologique à travers ce type de configuration. Et ces bases nous permettent d'aborder ce qu'on appelle les configurations graphiques, ou patterns, ou figures chartistes, qui finalement ne sont que la continuité de ce type de réflexion. Par exemple, pour ce qui est de l'épaule tête-épaule, pour ceux qui sont familiarisés avec les configurations graphiques, ça commence toujours de cette façon. D'abord une phase d'accumulation, donc une hausse. Alors on est dans une tendance haussière, on a une première respiration, jusque là tout va bien, épaule, pas épaule, on peut pas le déduire jusqu'à ce moment-là. On a une deuxième jambe de hausse, donc une deuxième phase d'accumulation. Donc à ce moment-là, il y a eu des acheteurs qui sont rentrés sur cette valeur au moment de l'impact sur la droite de tendance. Deuxième respiration, on arrive sur la droite de tendance, on peut considérer qu'on va avoir un rebond. La probabilité est rebond sur la droite de tendance. Seulement, a priori, quand on regarde les volumes, il y a une grosse activité à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'acheteurs, de vendeurs qui se présentent sur ce niveau de prix. Et la droite de tendance est cassée. Et en général, on va aller rejoindre le dernier plus bas, donc le niveau d'invalidation. Et là, on peut imaginer, quand on regarde le graphique, qu'une première épaule apparaît, la tête vient de se former, et on va attendre la prochaine évolution du prix. Là, des acheteurs viennent protéger le niveau d'invalidation de la deuxième flèche qui correspond à la deuxième entrée sur la valeur. Ils protègent ce niveau d'invalidation, mais malheureusement, les vendeurs viennent aussi protéger leur niveau d'invalidation et sont beaucoup plus puissants à ce niveau de prix. Et on s'aperçoit que la deuxième épaule
est dessiné. La ligne de cou qui correspond aux deux bases de chacune des épaules, donc la ligne de cou, est clairement cassée. On peut avoir éventuellement un pullback, mais au pullback, généralement, on a de très gros volumes vendeurs. Et ce qui suit, donc, c'est le retournement clair de tendance. Et l'objectif à atteindre est en général la hauteur de la tête, que je viens de reporter, à partir de la ligne de cou. Même chose pour l'épaule tête-épaule inversée. Et en général, les statistiques, ces observations sur une dizaine d'années, indiquent que l'épaule tête-épaule, quand elle apparaît, la sortie, alors, quand c'est une épaule tête-épaule classique, la sortie à la baisse apparaît à 93% des cas. L'objectif est atteint à 63% des cas. Il y a dans 45% des situations un pullback. Et à chaque fois que le pullback ou la cassure de la ligne de cou est effectuée, il y a 0% de faux signaux. Donc ça, c'est juste à titre d'information. Je vous donne des exemples, notamment sur Sodexo. En 2015, ligne de cou, et on voit clairement donc épaule, tête, épaule, cassure avec l'objectif qui est atteint. On a le VMH, donc c'était en janvier 2016, alors fin 2015, début 2016, donc ligne de cou avec un objectif atteint. Et là pour l'exercice, donc c'est depuis la fin de l'été, sur le VMH on a une épaule tête-épaule avec un pullback, donc affaire à suivre, savoir s'il y aura réellement un pullback ou si on revient dans la tendance haussière. Donc là c'est une autre configuration. Épaule tête épaule est une configuration qu'on appelle de retournement. Là je voulais vous présenter une configuration de continuation et qui nous ramène toujours à la fameuse loi de dos. Donc l'aspiration, mais là on repart sur une jambe de hausse et ça correspond davantage à ce que disait Patrick sur la fameuse loi de dos. On peut avoir une phase de baisse, mais en faisant un zoom arrière, on est clairement dans une tendance haussière. Voilà pour l'objectif de ce drapeau. Donc là, c'est l'exemple sur la France KLM. On a une succession de drapeaux dans une tendance baissière. Et à chaque fois, si vous reportez le mât qui précède chaque drapeau, vous le reportez donc sur la sortie du drapeau et vous avez vos objectifs correspondants. Alors on met à votre disposition un document qui résume l'ensemble des configurations graphiques, si vous le souhaitez, avec les probabilités, des statistiques qui permettent déjà d'anticiper et de prendre des positions en fonction de statistiques, des données rationnelles. Est-ce qu'on a le temps d'aborder les moyennes mobiles? J'ai pas de... Mais écoutez, les moyennes mobiles, on pourra toujours les voir dans le prochain webinaire parce que là on aborde l'approche mathématique de l'analyse graphique. Ce que je peux faire, c'est répondre à une question. Est-ce qu'il y a un minimum de volume pour que l'analyse technique soit utilisable? Alors, minimum de volume, ça va dépendre de la valeur. Je pense qu'il faut avoir toujours une approche dynamique, c'est-à-dire on ne regarde pas le volume à un instant T, c'est comment évolue le volume en fonction de l'évolution du cours. Quand on prend une configuration graphique telle que l'épaule tête-épaule, nous faisons simple, rien que sur la loi de dos, quand on a une phase de hausse, une respiration pour enchaîner sur une deuxième phase de hausse, il est évident qu'à un moment, il y a de très gros volumes. Et généralement, c'est la première phase de hausse, la première accumulation, où les investisseurs, les investisseurs privilégiés, voire institutionnels,
ramasse les titres. Donc il y a généralement de gros volumes et une grosse volatilité. Donc la volatilité va se matérialiser par une intensité, une pente de la tendance très importante. Après, il y aura une phase de respiration et une deuxième onde de hausse qui aura des volumes moins importants parce que l'information sera diffusée. Il y aura un consensus sur la valeur qui fera que les volumes seront diffus dans le temps, même s'il y a une domination des acheteurs sur la valeur, et la volatilité sera moins importante parce que consensus. Est-ce que j'ai répondu à votre question?